peut-être commencer, parce qu'avant de parler de retour en grâce, dans le cadre des échanges préparatoires, la question qu'on se posait, c'était déjà, est-ce qu'on peut parler de l'amorce d'un rattrapage? L'idée, ça va être avec chacun d'entre vous de faire un peu le bilan des dernières années, d'expliquer pourquoi malgré tout, avec certains de vos véhicules, vous avez réussi à très bien vous en sortir dans cette catégorie, et expliquer peut-être qu'est-ce qui a conditionné ces bonnes performances. J'ai des chiffres s'il faut pour chacun des véhicules. Peut-être Jean-François pour rester Allez, avec le micro. je me lance, ça va être très simple. Euh, on est dans des marchés de cycle sur les petites et moyennes valeurs. C'est des univers finis et donc il y a des effets de flux et de reflux. On a eu entre 2014 et 2018 une surdétention, enfin une euphorie sur ce marché qui a été aidée, on le sait en France, par le fiscal, puisqu'il y avait la création du plan PEA-PME et qui a aidé et qui a fléché des fonds dans cette direction. Voilà, et jusqu'en 2018, où là, ben, quand il y a beaucoup de flux sur une classe d'actifs finis, ben, ça fait monter les prix et on avait des valorisations beaucoup plus élevées. Et puis, il y a eu ensuite ben, pas mal d'années de digestion, des années très difficiles. D'habitude, il y avait guère plus que 2 années difficiles sur les petites et moyennes valeurs. Je crois qu'on a tous ça en tête. Ben là, on a eu, depuis 2018, quasiment jusqu'en 2025, que des années assez difficiles par rapport aux grandes valeurs, en tout cas. Et puis effectivement, là, on peut espérer, on voit depuis 2025 le retour, un retour en grâce, mais voilà, j'ai déjà commencé à donner le contexte. C'est intéressant. Moi, je suis assez d'accord avec le phénomène d'emballement qui a déclenché peut-être une correction globale. Malgré tout, sur vos véhicules, et c'est ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est pourquoi vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu. Je pense plutôt aux acteurs français, parce qu'il y a il y a une histoire un peu à part sur la Suède, mais on terminera là-dessus. Peut-être William, comment on a réussi à délivrer sur les 3-5 dernières années, sur l'ensemble de la gamme, des performances aussi éloignées des indices qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais on en reparlera plus tard avec Jean-François. Euh, enfin, pour nous, c'est relativement facile. Euh, Disons, il y a toujours des aberrations dans les valorisations. De façon étonnante, on arrive à avoir, pour simplifier, un pricing de 11 alors que le marché est à 15, avec des sociétés qui en moyenne ont une rentabilité des capitaux investis de 18%, alors que le marché est à 7. Et comme c'est aberrant, toutes les aberrations finissent par se corriger, et quel que soit le niveau de valorisation, enfin d'abord, nous, on est à pratiquement toujours des valorisations proches de 11, donc le niveau global nous intéresse peu, enfin ça nous demande de travailler, euh, et les aberrations se corrigent, donc on finit par gagner de l'argent en bourse. Et Mike, peut-être pour enchaîner, parce que William est déjà rentré dans le vif du sujet de la manière de gérer. Peut-être toi, les performances des dernières années, c'est nous expliquer aussi du coup. Si on veut parler des performances des dernières années, on est à peu près à 13% par an sur les 5 dernières années sur la France et 17% sur le Small Europe. C'est donc très très loin des indices. Voilà, sur les performances, je commence par là. C'est à peu près comme tu disais, c'est autour de 17, 16, 17, peut-être 18, mais bon, 17. Voilà. Et donc effectivement, ça a été de bonnes années hein, depuis qu'on a mis en place la stratégie il y a 5 ans. Par contre, c'est effectivement une stratégie. Alors moi, j'étais un pur stock picker à la base et j'ai changé un peu mon fusil d'épaule en voyant les flux changer. Jean-François évoquait les flux. Et effectivement, moi, ça m'a frustré beaucoup quand j'ai commencé à observer que bah, les flux de capitaux, mais aussi les flux passifs et actifs commençaient un petit peu à changer et les ratios flux passifs-actifs changeaient. Quand j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans, en 2004, on avait moins de 20% de flux passifs sur les marchés. Aujourd'hui, on est à plus de 80%. Donc ça change complètement la manière de faire du stock picking, de gérer. Et c'est vrai que bah, peut-être que je suis un peu, je suis le jeune de la bande, mais je suis un peu peut-être le plus impatient de la bande. Et j'étais frustré de ne pas faire de la performance tous les ans. Donc il fallait que je trouve un moyen d'essayer d'en faire. Et bah, c'est ce que, alors je ne sais pas ce que je suis en train de signer aujourd'hui, mais voilà, c'est l'objectif en tout cas que j'essaie de mettre en place à travers la méthodologie de gestion qu'on a. C'est vrai qu'on a fait des bonnes perfs. Peut-être qu'on n'en fera pas tous les ans, mais voilà, c'est qu'est-ce que. Ouais. Fanny,
la Suède et les petites valeurs suédoises, c'est encore un univers particulier. Tu peux nous en dire plus et qu'on comprenne ici, pour ceux qui en sont très loin, très éloignés, ce qui se passe en Suède exactement. Et... Oui, alors, donc nous, notre fonds Small Cap, il a 10 ans, et depuis 10 ans, on a une performance annualisée de 14,4%. Donc on a connu des années extraordinaires en termes de performance et de volatilité jusqu'en 2022, et c'est vrai qu'en 2022, on a eu une grosse correction. On a su rebondir en 2023 avec une performance de 14,4 qui est du coup alignée avec notre objectif. Mais c'est vrai qu'en 2024 et 2025, on a fini ces 2 années chacune à 8% de performance. Donc c'est un peu en retard par rapport à ce qu'on pouvait trouver en France. Alors il y a plusieurs éléments qui expliquent ces performances, qui en soi, dans l'absolu, sont quand même des belles performances, parce que sur 3 ans, on a quand même 33% de performance. Tout d'abord, il faut savoir que le marché small cap suédois, c'est un marché qui est très domestique. Les principaux investisseurs sur notre fonds sont des Suédois. Et l'économie suédoise qui a eu des résultats en 2025 qui étaient un peu en deçà des attentes. On a fini l'année avec une croissance de 1,7, qui est globalement intéressante, mais en deçà de ce qui a été annoncé. Et donc, on voit que les ménages ne sont pas repartis, ne se sont pas remis sur le marché. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut noter pour la Suède, qui touche aussi beaucoup d'autres pays, c'est l'appréciation par rapport au dollar de la couronne suédoise, qui s'est fortement appréciée et davantage que l'euro. Et dans un pays où presque la moitié du PIB est dans l'export, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte qui est assez important. Et enfin, comme on disait, les flux, on voit vraiment, avec la géopolitique actuelle, une réallocation des flux vers des plus grosses capitalisations. Voilà, une fuite des flux vers les grosses caps suédoises et surtout vers la fintech américaine. Donc, les sociétés en tant que telles ne sont pas mauvaises, mais c'est vrai que les flux affichent du coup des performances négatives pour le fonds. Jean-François, tu t'es pas encore exprimé sur la La méthodologie de gestion, les performances, je les ai aussi. Oui, alors là, c'est assez simple de répondre aussi parce que c'est lié à mon parcours professionnel. En fait, je suis issu de la gestion alternative où j'étais prop trader, comme on dit, dans des grandes institutions françaises. Et ma feuille de route, c'était Coco, tu as le droit de gagner de l'argent, tu n'as pas le droit d'en perdre. Donc voilà, j'ai gardé cette manière de voir de la gestion et c'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces années sur Découverte, c'est-à-dire c'est Warren Buffett qui le dit, donc je ne me permettrai pas de dire la même chose, mais avant de savoir combien je vais gagner, j'essaye de savoir combien je risque de perdre. Et donc ça a fait que j'ai constitué des portefeuilles plutôt défensifs et ça a été très utile dans ces périodes assez difficiles récentes. Voilà. Et puis j'ai aussi travaillé en gestion alternative sur les métiers d'arbitrage, de fusion-acquisition, ça s'appelle le risque arbitrage. Et donc j'en ai tiré une expertise à essayer de deviner, de flairer les prochaines OPA, ce qu'on cherche tous en général quand on est investisseur souvent ou gérant, d'essayer de trouver des OPA avec des primes. Et c'est vrai que du coup, il y en a eu beaucoup dans le portefeuille de Découverte, il y en a eu beaucoup notamment dans les périodes un petit peu difficiles. Et ça a aidé à avoir pendant cette période des performances assez confortables. Comment tu te distingues dans ta manière de travailler par rapport à tes camarades plus franco-français de cette table ronde? Je pense en particulier à ton regard particulier sur la gouvernance. Oui, alors moi j'ai des petites obsessions, chacun a ses marottes, mais moi j'ai notamment une obsession qui est l'alignement d'intérêts, la gouvernance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on va perdre finalement sur une valeur française ou étrangère? Qu'est-ce qui fait que ça va mal aller? Il y a 2 grandes raisons pour que ça soit la cata. La première, c'est la dette, parce que quand il y a trop de dette et qu'à un moment, les performances économiques ne sont pas là, et ben, ça donne une restructuration, une augmentation de capital qui se fait toujours dans de mauvaises conditions pour les actionnaires. Donc ça, c'est le premier. Et puis la deuxième, eh bien, c'est le vote avec ses pieds. C'est quand on perd la confiance, qu'on s'aperçoit que le patron est un peu voyou, que l'alignement d'intérêt n'est pas bon, qu'on nous a menti, voilà. Et ça donne aussi des situations au d'effondrement de cours et de perte de confiance. Et ça, c'est aussi les choses à éviter. Et donc ma manière de le faire, c'est assez original, c'est d'aller physiquement dans les assemblées générales. Voilà. Les assemblées générales, c'est légal, hein, 1 fois par an, on doit valider des comptes en séance plénière. Voilà, et j'y vais, je continue à y aller. Alors, c'est parfois un petit peu lourd, mais on parle dans une AG des sujets qui fâchent, de la gouvernance, de la rémunération, de l'alignement des intérêts, des conventions réglementées, de la position du board. Et c'est, à mon avis, des critères clés pour bien savoir où on met les pieds et peut-être d'éviter les dossiers les plus peut-être des aspects que ne regardent pas forcément
complémentaires, mais en tout cas, c'est une de mes Ce marottes. qui est intéressant, c'est qu'avec des manières de travailler totalement différentes, vous avez tous les trois délivré des super perfs sur les dernières années. Peut-être William, euh, quality, du moins, quality value, on peut dire ça comme étant Oui, oui, c'est la caractéristique de ce qu'on fait. On le fait depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 30 ans. Et ça marche plutôt bien, donc on change. Vous êtes trop modeste. Parce que les performances des trois fonds ont été exceptionnelles. Moi, ce que j'ai noté, c'est que j'ai l'impression que sur les 3 dernières années, on est meilleur chez Indépendance sur l'Europe que sur la France, qui est votre terrain de jeu historique. Comment on explique ça? Et j'ai appris que vous faisiez maintenant de l'Europe aussi. Oui, alors pour être clair, la France, c'est dur. Les performances de la France sont tirées par la partie européenne de la France. On a le droit de faire 25% de valeur européenne sur le fonds France. En fait, c'est moins que ça parce que c'est 25% de sociétés étrangères ou de sociétés dont la capi est supérieure à 10 milliards d'euros. Donc, ce qui fait qu'on n'a que 12% à peu près de valeur étrangère. Mais grâce au fait que l'équipe qui s'occupe notamment de l'Europe est particulièrement brillante, ça a contribué plus que ce pourcentage à la performance du fonds. Mais bon, c'est dur de faire de la performance en France. Si on raisonne dans la globalité, quels ont été les secteurs qui ont bien performé sur les 3 dernières années? Je sais qu'il y a eu un gros pari en 2022, bon, pas pour parler de Paris, mais Non, mais bon, pour être clair, on gagne de l'argent parce qu'on était quand même assez fortement investi dans la défense. On a raisonné simplement dès l'invasion de l'Ukraine. On s'est dit que les valeurs d'armes, que les gens qui fabriquaient de l'armement en période de guerre, normalement, gagnaient beaucoup d'argent. Bon, ça s'est vérifié encore une fois. Donc l'année dernière, tous les fonds ont gagné à peu près 7% de performance grâce à la défense. L'Europe a bien marché sur la construction en dehors de la France, sachant notamment qu'aux Pays-Bas, ça a très bien marché. Et nous étions assez fortement exposés à l'ingénierie pétrolière ou gazière. Et ça a effectivement bien marché l'année dernière. Et en fait, les bons contributeurs, à part la construction qui a été vraiment sur le fonds Europe Small, sont à peu près les mêmes dans les différents fonds. En fait, il y a beaucoup de recouvrement entre les trois fonds. et moi, avec un peu la même question, pour recouper aussi à ta manière de gérer par thème, sous-thème, peut-être ce qui a bien marché sur les 3 dernières années et peut-être les rotations qu'on a eues récemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, il y a une décote politique actuellement, c'est vrai, je pense depuis les élections européennes, hein, c'est pour ça qu'en France, ça délivre beaucoup moins. Euh, mais il y a des opportunités en France aussi, on peut faire des choses. Et sinon, bon, effectivement, le terrain de jeu chez nous, chez Taylor, c'est plus l'Europe pour les fonds européens, notamment le fonds sur Cap. Les grands thèmes qu'on a joués, c'était des grands thèmes un petit peu souverains. Très vite, on s'est posé la question de savoir... historiquement, j'ai été un gérant global, small mid cap et large cap, et en plus, j'ai été un gérant thématique. J'ai fait les deux en même temps. Ça a été des périodes assez compliquées, parce qu'il y avait à gérer les effets de flux, les effets de cycle. Donc à chaque fois, j'étais un peu assisté par la génération de performance qui n'était pas aussi continue que je l'aurais espéré dans les précédentes maisons de gestion. Et du coup, quand chez Taylor, je suis arrivé, je me suis dit, bon, on va essayer de créer une nouvelle manière de gérer et de combiner les effets thématiques et les effets de marché liés à la gestion globale et au flux. Et donc, c'est ce qui a donné cette gestion multithématique adaptative, c'est comme ça que je l'appelais, désolé. Ça nous a permis effectivement de surfer, c'est pas un mot que j'aime bien employer, mais de bénéficier de ces grands thèmes un peu porteurs, les grands thèmes un peu souverains sur la transition énergétique, sur l'électrification, sur les infrastructures, sur la rénovation, sur la défense. Voilà, des grands mouvements comme ça de marché appuyés sur, après, effectivement, la connaissance qu'on a en interne des sociétés, parce qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier, on investit dans des sociétés cotées et avoir une connaissance fine de ces sociétés-là pour pouvoir faire des choix éclairés et agiles
eh ben, il faut avoir cette connaissance fine. Et c'est effectivement une connaissance que on a tous acquis, vous pendant 40 ans, moi 20 ans, sur le terrain, à rencontrer les sociétés en permanence. On se croise régulièrement. Et bah, effectivement, c'est un petit peu comme ça qu'on a pu générer de la performance chez Peda. On va retourner en Suède. Et peut-être pour évoquer avec Fanny, bon, on parle de petites valeurs suédoises, quelques infos sur le marché, sur la dynamique en Suède qui semble être à un autre niveau. On parle d'un pays ou d'une zone qui est plus proche de la Silicon Valley que du reste de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Fanny? Oui, effectivement, Stockholm, c'est la place en Europe où il y a le plus d'introductions en bourse. En 2025, on a dépassé Londres, Zurich, Francfort en termes d'émissions boursières. Je crois que la plus grosse introduction en bourse depuis 2016 C'est était en Verisure. 2020. Ouais. Verisure qui est un dossier qui doit parler à beaucoup de monde ici. Je pense que vous entendez tous la pub assez régulièrement. Oui, c'est même là actuellement, on se positionne en 5e position. On est juste après les États-Unis, la Chine, Hong Kong et l'Inde en termes d'émissions d'introduction boursière. Donc c'est vraiment un marché qui est très dynamique. Pour donner un ordre d'idée, entre 2014 et 2024, il y a eu 501 introductions en bourse, rien qu'en Suède, donc plus que la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne réunis, qui sont quand même des pays assez conséquents. Et puis même en 2025, on a eu 27 introductions en bourse. Donc on a vraiment ce dynamisme, donc, comme tu le dis, qui fait qu'on est surnommé la Silicon Valley de l'Europe, en tout cas Stockholm, parce que c'est aussi la ville où il y a le plus de licornes par habitant. On parlait de la news d'hier, mais on nous parle de la réindustrialisation en France de la Startup Nation. Mistral AI, qui est notre seul décacorne, a choisi d'investir 1,2 milliard d'euros en Suède dans des data centers. C'est news d'hier. Merci Macron. Oui, c'est un pays qui attire. On a eu par exemple aussi 41 licornes qui ont été créées depuis les années 2000. Là, sur la dernière décennie, on a eu 25 licornes. Donc c'est vraiment une région qui est très dynamique. Et c'est quoi? C'est politique? Alors c'est vraiment qu'il y a cette culture entrepreneuriale qui est très présente, qui a été déjà lancée avec le succès d'entreprises comme Spotify, comme Klarna, comme Kings, qui est le créateur de Candy Crush ou Notch, pour ceux qui connaissent Minecraft par exemple. Voilà, ils aiment jouer en Suède. Et donc ça s'est imprégné dans les esprits, dans cette mentalité entrepreneuriale. Et puis surtout, on a un pays qui investit 3 à 4% chaque année de son PIB dans la recherche et développement, ce qui est un niveau assez important. C'est plus que la moyenne européenne qui est de 2%. Donc il y a même l'ONU qui classe la Suède comme le 2e pays le plus innovant. Et surtout, donc, on peut parler d'un régime fiscal favorable aussi en Suède? Oui. Beaucoup plus qu'en France? Oui. On n'a pas de taxation sur l'héritage, on n'a pas de taxation sur les surplus ou les dividendes quand on investit en bourse. On n'a pas non plus d'impôt sur le revenu. Donc c'est vraiment des éléments qui sont intéressants. Puis on a une imposition pour les entreprises qui est assez avantageuse. Et c'est pour ça du coup qu'en Suède, on compte par exemple 31 milliardaires, alors qu'en France, on est à 46. Donc le ratio est plutôt bon en Suède pour un pays de 10 millions. Voilà, exactement. Donc la Suède, c'est vraiment garder ses talents. Et on voit aussi cet effet boule de neige, donc d'entrepreneurs qui ont réussi, qui se lancent dans de nouveaux projets, qui amènent avec eux leurs expertises, leur capital, leur réseau. Et on voit vraiment plein d'incubateurs, plein d'investisseurs privés, un réseau d'accompagnement qui est très important en Suède pour les entrepreneurs. Et puis il y a aussi la famille Wallenberg. Tu vas faire des jaloux. Jean-François, peut-être, on pense quoi quand on entend tout ça, du terrain de jeu en France? Il y a de moins en moins d'IPO, pour ne pas dire plus. Il y a quand même des OPA. On peut toujours faire son métier. On est évidemment un peu déprimé parce qu'on aimerait tous vivre, peut-être, avoir l'écosystème de la Suède peut-être en France. Non, mais blague à part, c'est justement parce que plus personne ne veut de la France aujourd'hui que ça peut receler des belles opportunités. Hein. Effectivement, les performances boursières françaises hors CAC 40 ont été mitigées ces dernières années. Moi, j'ai un optimisme pour l'année 2026. On a une forme de retour vers l'Europe que tout le monde espère. Il y a beaucoup de déclarations dans ce sens.
Voilà, la macro. Mais au-delà de ça, on voit que M. Trump s'emploie à faire fuir ses capitaux, voilà, et on peut avoir en conséquence un rebond de l'Europe. On peut avoir en France, on a tout pour réussir, hein. C'est pas le discours de BFM, mais je crois que vous connaissez ce slogan. Mais il est vrai qu'on a des taux d'épargne très très élevés, qui ne demandent qu'à s'investir dès qu'il y aurait un petit peu de confiance. On a des effets de base dans la construction, dans un certain nombre de secteurs qui sont très très faibles et qui fait qu'on peut vite avoir un petit peu de croissance organique qui revient. On peut avoir des bonnes nouvelles par l'Allemagne, on peut avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et puis on peut avoir sur le small cap, la dernière chose, on parlait de flux sur ta première question. Eh bien, on sait souvent que c'est pas au plus bas qu'on achète les small caps, c'est quand elles ont commencé déjà à montrer un signal positif, ce qui a été déjà le cas l'an dernier, et qui fait que la confiance des investisseurs pour remettre des allocations sur les small caps peut repartir parce on s'appuie sur déjà une forme d'être réassuré par une première année positive. Sur tes deux fonds, les flux ont été positifs en collecte nette? Oui, ils ont été environ 28 millions de collectes l'an dernier sur le fonds découverte. Effectivement, parce que voilà, nous on a un thème qui est, comme vous l'avez compris, je veux bien dormir la nuit et je veux que mes clients dorment bien. Donc ça signifie un fonds voilà, très protecteur dans les années difficiles, mais qui après accompagne le marché et on a du potentiel sur ce marché selon moi. William, on parle de quoi? D'1 milliard de collectes sur les 18 derniers mois? Non, faut pas exagérer, mais on a eu beaucoup de collectes l'année dernière, notamment sur le fonds Small Europe. Donc, ce qui nous a amené à mettre des frais de souscription l'année dernière et cette année. Il a fallu structurer la société aussi. Il y a eu énormément de recrutement, des équipes dédiées, l'ESG, contrôle des risques. Oui, enfin, ça fait quelques années qu'on se structure, donc il n'y a pas eu de saut l'année dernière. Euh, non, enfin, avec 14 personnes, enfin, pour moi, je considère qu'on On est toujours aussi confortable quand on gère 2 milliards, quand on a des mandats pour le fonds de réserve des retraites, quand on a deux e-sélections, le fonds de place qui est investi chez Emeric aussi, ou est-ce que ces encours, ça peut finir par devenir un handicap? ouais, c'est sûr que c'est plus dur de gérer 2 milliards que de gérer 100 millions, donc on ne peut pas dire le contraire. Euh, enfin, pour le moment, en tout cas, le fonds Small Europe, qu'on considère un peu gros, a des performances qui m'étonnent. Bon, on verra. Non, mais soit dit en Emeric, passant, non, non, mais c'est le intéressant. fonds France qui a commencé à 20 millions d'euros et qui est aujourd'hui à 440, il n'y a pas d'énorme, il n'y a pas de différence pratiquement de performance sur longue période en fonction de la taille. On a toujours 13%, on a toujours 6% d'alpha. Emeric, tu terminais tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant d'expliquer aussi, vous avez des politiques de gestion des risques particulières chez Taylor. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai que moi j'ai effectivement été traumatisé par les corners de liquidité qu'on pouvait avoir sur les micro, small en 2008. Je me rappelle l'échange gré à gré avec des moins 30, moins 40% de décote, ça m'avait un petit peu traumatisé. À l'époque, je regardais ça de mon œil d'analyste buy-side. Et quand j'ai intégré effectivement la gestion et que j'ai commencé à m'occuper d'un fonds small cap, tout de suite, je me suis mis des barrières prudentielles internes, hein, c'est auto-imposé, où je ne descendais pas en dessous d'une certaine capitalisation boursière, des certains critères de liquidité, etc. Du coup, voilà, c'est des choses un petit peu auto-imposées. On a des outils en interne qui permettent de monitorer tout ça. Mais après, bon, effectivement, je rejoins aujourd'hui, enfin, je rejoins mes collègues, hein, on n'a pas encore les encours qui vont nous empêcher de pouvoir gérer sur le pan de code, sur les small et mid. Alors, Il y a des choses à faire. les thèmes du moment dans la gestion Taylor entrepreneur. Oui, les thèmes du moment, c'est ce que j'évoquais, hein. Alors, c'est une approche de gamme. Donc, effectivement, on gère exactement de la même façon sur le fonds large cap, le fonds small cap et le fonds large cap US. Les grands thèmes qui nous intéressent, c'est ce que donc j'évoquais en ce moment. C'est donc la rénovation, la construction, l'électrification, la transition énergétique. Euh, et on s'est remis un petit peu dans les semis là récemment. Mais Peut-être un peu un dossier atypique qui illustre ce positionnement et le oui, caractère pan-européen. oui, voilà. Alors c'est vrai que, alors nous, on n'en a pas parlé, mais c'est un fonds Europe, mais bien européen. On aime bien le soleil, donc on aime bien l'Europe du Sud.
Espagne, Portugal, Italie, Grèce aussi. Et cette allocation géographique nous a aussi servi dans la génération de performance. Et on peut parler d'un dossier, par exemple, un petit Vinci dans lequel je suis investi en ce moment, qui s'appelle GEK Terna, pardon, et qui effectivement gère des infrastructures critiques en Grèce et qui connaît une très belle croissance. Merci. Jean-François, peut-être un dossier et puis commencer à évoquer le début d'année et les perspectives, même si on terminera là-dessus. Alors, bon, un dossier, effectivement, le fonds s'appelle Déjà, est-ce Découverte. qu'on a eu des OPA depuis le début de l'année? Oui, il y a eu Fnac, effectivement. Il y a Gaumont aussi qui est en cours. Non, le fonds s'appelle Découverte. Donc, évidemment, moi, j'ai à cœur, et c'est même le modèle, justement, de ne pas être dans les flux et donc de sortir des sentiers battus s'il le faut. Et donc, moi, je vais vous parler d'une valeur emblématique pour le fonds, c'est que j'achète récemment, c'est les piscines des Joyaux. Donc, vous voyez, on va chercher loin. Piscine des Joyaux, le siège est à la Fouillouse, à côté de Saint-Étienne, si vous connaissez ce coin-là. Voilà, où je suis allé notamment en assemblée les voir. Voilà, On donc, aura toujours le droit de les remplir. alors, en fait, ils en parlent, effectivement, le piscine bashing n'est pas du tout intense et au contraire, il va falloir rénover. Vous savez, le gros des piscines en France sont construites dans les années 70, donc là, il faut aussi les rénover. Alors, Piscine des Joyaux, vous le connaissez, le leader européen des piscines. La France est le plus gros marché de la piscine après les États-Unis. C'est une boîte très, très bien gérée, du free cash flow, des marges opérationnelles élevées, une position de cash, pas de dette, du dividende. Et surtout, on est en bas de cycle. Aujourd'hui, la construction, vous connaissez, on construit à peu près autant de maisons que dans les années 60. Il y a une crise du logement qui est terrible. Et pour autant, voilà, il suffit que ça reparte un petit peu et on le voit. Et puis, comme le dit le directeur financier de Piscine des Joyaux, le secret de Piscine des Joyaux, c'est que quand il fait très beau, les demandes de devis affluent. Et ça a l'air bête comme chou, mais c'est une réalité. Ce qui fait que l'an dernier, vous vous souvenez, a été une année très ensoleillée, ils ont eu un nombre record de bons de commande, etc., qu'on verra dans les chiffres qui vont bientôt arriver. Et voilà, et on peut penser malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, que le climat restera assez propice aux piscines encore. Voilà, et sachant que Piscine des Joyaux ne fait pas que la France, hein, fait plein de pays dans le monde. Fanny, un peu la même idée. Qu'est-ce qu'on a comme secteurs principaux dans le fonds Pareto Small Cap en ce moment? Alors nous, on est vraiment sur tous les secteurs, hein. La philosophie de Pareto, c'est pas forcément de faire des paris sur l'avenir, enfin, des paris sectoriels. Donc on a aussi bien du bancaire comme Nordnet ou Avenza ou même le groupe Nova là, qui a eu une introduction en bourse en septembre dernier, qui sont des C'est plateformes. Des néobanques, Voilà. plateformes de banque. Exactement. Robinhood aux États-Unis. Exactement, le Boursorama scandinave. Et sinon, on est aussi sur de l'industrie, de la technologie, mais vraiment des secteurs assez niches. Je pourrais vous dire les noms, mais je ne pense pas que ce soit des sociétés que vous connaissez. Mais vous avez par exemple, c'est la Vision, qui est la technologie d'analyse sanguine, ou sinon Micronic, qui est dans l'équipement de haute précision pour l'électronique. Donc voilà, c'est des secteurs très niches qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais Je crois qu'il y a quelques éléments chiffrés sur la croissance des EPS des sociétés du SCSRX, qui est l'indicateur de référence du fonds. Les sociétés de cet indice en Suède croient plus vite que le Nasdaq sur les 10 dernières années. Oui, oui. Bah, là, ce qui est intéressant, comme vous avez dit, on est un peu en retard par rapport au small cap en France, mais là, on a un point d'entrée qui est assez intéressant parce qu'on voit que les grosses capitalisations ont des valorisations en Suède plus importantes que les petites capitalisations. Les grosses capitalisations ont une croissance des bénéfices, enfin, ça se paye à 22, alors que les petites capitalisations sont aux alentours de 17. Nous, actuellement, avec le fonds en Justement, on small va cap, basculer chez William. 22, qu'est-ce qu'on en pense, William? Pardon. 22 de valorisation versus. pour les Et grosses comment, caps. avec le micro peut-être, comment se sont déformés? On a eu beaucoup d'échanges avec William et avec Victor. Les niveaux de valorisation, on les trouve comment? Comment on a réorienté les portefeuilles en 2025? Et l'histoire des multiples par rapport à des niveaux historiques, parce que certains pourraient penser que compte tenu de vos perfs, vos multiples augmentent aussi. Et est-ce que c'est le cas? La réponse est oui pour Europe Small, parce qu'ils ont fait presque 50% l'année dernière. Donc leur price earning est passé de 11 à 12.
donc ils n'ont pas assez travaillé. Bon, ça veut dire aussi qu'on a cédé les titres les plus chers en cours d'année et qu'on a trouvé des titres moins chers, sinon on n'aurait pas réussi. Donc nous, en fait, nous, c'est assez simple ce qu'on fait. Le pricing du marché sur longue période, c'est 15. Nous achetons tout, généralement inférieur à 12, généralement inférieur à 11. Et à partir de 15, on commence à vendre. À partir de 20, normalement, on n'a plus. Sauf que, pour compliquer ce que nous faisons, nous vendons d'autant plus lentement que la hausse est rapide. Donc on a réussi, ou on a gardé du Rheinmetall avec un pricing de 56, mais on n'a pas arrêté de vendre depuis 2023. Dans les autres catalystes pour 2026, je crois qu'on évoquait les PMI qui se redressent. Ouais, on peut toujours être optimiste, on peut dire que les petites valeurs montent plus rapidement que les grandes quand le PMI se redresse. Ça, c'est Kepler qui dit ça. Enfin, pour moi, il n'y a aucune régularité. Donc, simplement, on est très en retard sur les grandes valeurs. On a récupéré 8%, mais on a perdu 33% en France, ou si ce n'est plus. On a perdu pratiquement 40% par rapport aux grandes valeurs sur les 5 dernières années. Donc, il serait logique qu'un jour, mais on ne sait absolument pas quand, les petites valeurs finissent par surperformer les grandes. Le facteur simple, c'est la baisse du dollar. Les petites valeurs font à peu près 62% du chiffre d'affaires en Europe. Les grandes n'en font que 40%. La baisse du dollar va pénaliser les grandes certainement cette année. Mais bon, on verra Donc le bien. potentiel, il est devant nous, clairement. Ouais, enfin bon, quand on est gérant aux petites valeurs, on dit toujours que le potentiel des petites valeurs est devant nous. Donc je ne vais pas dire le contraire. Alors, parce qu'il va falloir conclure. L'idée, c'était retour en grâce. Donc, est-ce que déjà, on peut véritablement qualifier l'année 2025 d'un vrai début ou reprise de rattrapage? Et la suite, c'est est-ce que il amorce quelque chose ou peut-être un faux départ, Aymeric? Enfin, je lis pas dans le mar de café, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, je peux vous donner des éléments factuels. De Valo. On peut parler de Valo, mais je peux parler d'activité aussi. Les attentes pour la croissance en Europe sont plutôt très bonnes. Elles ont été revues à la hausse récemment. Donc on ne s'attend pas à ce qu'on ait une zone Europe qui souffre ou qui soit à la peine. On a la possibilité, des options sur la table, que l'Allemagne se mette à dépenser un jour, parce que jusqu'à présent, ils avaient un peu perdu le mode d'emploi de comment on dépense. Ce qui expliquait effectivement le déploiement très 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 long des plans d'investissement qui ont été votés, que la France retrouve peut-être un peu de latitude budgétaire et se mette à réinvestir. Si effectivement ces deux locomotives européennes se mettent à partir de concert, on n'est pas à l'abri qu'en Europe on ait une bonne surprise. Sur l'argument de la valorisation, on l'a touché du doigt, mais les décotes entre les large cap US et large cap Europe sont à des niveaux historiques autour de entre 35 et 40%. Donc c'est quand même pas mal. Donc il y a potentiel sur les large caps. Mais quand on descend un peu plus bas, qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'entre les large cap Europe et les small cap Europe, normalement, le pan de cote small se paye avec une prime de 17%. Aujourd'hui, on a une décote de 5. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a une décote sur une décote. Je ne vais pas dire qu'on va les additionner et que ça va faire notre perf, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Ok. Le fonds est à combien depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, je sais plus, ouais, un truc comme ça. Non, c'est pas- Jean-François, même question. J'ai commencé à le dire, il y a des raisons d'optimisme qu'on vient de souligner, il y a des décotes aussi, il y a l'effet flux qui peut être positif, il faut le rappeler, c'est un élément clé. Voilà. Et puis moi j'ai un élément, parce que le fonds découverte vise beaucoup, comme je l'ai dit, les OPA, les opérations financières, et en fait l'an dernier il n'y en a pas eu. Il y a eu, d'habitude on a une trentaine d'opérations financières ou de retraits de code par an, il n'y en a eu que 14 l'an dernier, et pourquoi il n'y en a eu que 14? Tout simplement l'instabilité budgétaire, patrimoniale, fiscale qui faisait que avant de lancer une opération financière, les initiateurs, ils réfléchissaient à deux fois, compte tenu des soubresauts politiques. Voilà. Là, on a la chance d'avoir enfin un budget et donc une loi de finances qui ne bougera pas. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait le retour de beaucoup d'opérations financières, parce que de toute façon, quand l'âge du capitaine avance, quand les packs d'actionnaires échouent,
Quand il faut préparer peut-être une tax holding ou des échéances, eh bien, c'est des occasions où l'actionnariat doit être structuré et ça pourra faire des opérations financières. Petit mot de la fin pour Fanny. Voilà. Oui, alors nous, Juste pour rappeler, donc le fonds a fait x3 sur 10 ans, mais on est encore à 40% des plus hauts et on baisse depuis le début de l'année, je crois. Le Oui. potentiel, il n'a jamais été aussi présent. Oui. Alors là, du coup, comme je disais, on a vraiment un excellent point d'entrée avec des valorisations qui sont assez basses. Pour notre fonds, il faut retourner à 2018 pour avoir des valorisations aussi basses. Et surtout, on est très optimiste, parce que la croissance suédoise attendue pour 2026 et 2027 est de 3%. Et on sait que la Suède est un pays très peu endetté, c'est 33%. 3%, c'est 3 fois les estimations pour l'Union européenne Voilà, dans son ensemble. donc voilà, on s'attend vraiment à un retour de la croissance qui est poussé par un budget avec une très expansionniste, hein. On a une baisse des impôts et une augmentation des dépenses qui a été votée pour 2026. Et voilà, ils peuvent se permettre ça parce qu'ils ont un ratio de dette sur PIB de 33%, donc ils ont vraiment cette marge de manœuvre pour pouvoir relancer l'économie. Donc on est plutôt optimiste. William, que dire? On est déjà entre 5 et 7% sur les fonds depuis le début de l'année. Pas les fonds. Le meilleur fonds, c'est-à-dire le fonds Small Europe, est pas loin de 7. Les autres fonds, ça dépend des jours. On doit être à 3-4 sur les autres fonds. Non, sur le fonds Mid Europe, on est entre 4 et 7. On va devoir s'arrêter. Merci à tous les quatre en tout cas. Et puis pour ceux qui sont là ce soir,